Mes parents m'ont laissé un vieil entrepôt en ruine, pendant que mon frère a hérité d'un appartement de luxe à Santa Monica. Quand il m'a traité de déchet et m'a jeté dehors à 2 heures du matin, je n'avais plus d'endroit où aller, sauf l'entrepôt. Mais quand j'ai percé un faux mur à l'intérieur, je me suis arrêté net face à ce qui se cachait derrière. Je m'appelle Madison Carter et pendant la majeure partie de ma vie, je croyais que la loyauté envers la famille était censée faire mal. Je pensais que le sacrifice était une preuve d'amour. Que si vous continuiez à donner assez, à pardonner assez, à survivre assez, finalement les personnes que vous aimiez verraient votre valeur. J'avais tort. Il y a 3 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture pendant une tempête de pluie près de Denver. Un instant, j'avais une famille, une maison remplie de bruit, de dîners du dimanche et de disputes sur des crêpes brûlées. Et l'instant d'après, je me tenais dans un funérarium, fixant 2 cercueils fermés qui semblaient trop petits pour contenir mon monde entier. Après les funérailles, tout a changé. Mon frère aîné, Brandon Carter, a assumé le rôle de chef de famille presque immédiatement. Il parlait avec confiance lors des réunions avec les avocats et les banquiers, serrant des mains comme un politicien faisant des discours de campagne. « Ne t'inquiète pas » m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis dans la cuisine de mes parents, entourés de cartes de condoléances non ouvertes. Papa m'a fait confiance pour m'occuper des choses. À l'époque, je l'ai cru. J'avais 26 ans, j'étais épuisé, en deuil, et j'essayais de tenir le coup tout en travaillant à temps plein dans une entreprise régionale de logistique. Brandon était plus âgé, plus bruyant, plus confiant. Il agissait comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Alors, je suis restée silencieuse. Ce silence est devenu la plus grande erreur de ma vie. En quelques mois, Brandon avait transféré la plupart des comptes familiaux sous son contrôle. La maison, les discussions d'investissement, les dossiers fiscaux, tout finissait d'une manière ou d'une autre par passer d'abord par lui. Il avait toujours une explication. C'est plus facile comme ça. Je protège la famille. Tu ne comprendrais pas l'aspect juridique. Au début, je ne l'ai pas remis en question parce que je lui faisais confiance. Ensuite, j'ai arrêté de le remettre en question parce que j'étais trop fatigué pour me battre. Je travaillais des journées de 10 heures à gérer les horaires de fret, les itinéraires d'expédition et les opérations de l'entrepôt. Tandis que Brandon dépensait de l'argent comme s'il avait hérité de la fortune d'un milliardaire au lieu d'un patrimoine de la classe moyenne avec des dettes attachées. Brandon a loué une Mercedes noire 6 mois après la mort de nos parents. Puis sont venues les montres de créateurs, les dîners chers, les adhésions à des clubs privés, les week-ends à Aspen avec des personnes qu'il appelait de futurs investisseurs. Pendant ce temps, c'était moi qui payais la facture d'électricité. C'était moi qui payais les impôts fonciers sur la maison familiale. C'était moi qui m'assurais que l'hypothèque n'était jamais en retard. Chaque mois, mon salaire disparaissait dans des responsabilités que Brandon prétendait temporaires. Ils seront rentabilisés une fois que mes accords commerciaux seront conclus, disait-il en faisant défiler l'écran de son téléphone sans même me regarder. Ces accords ne semblaient jamais rien payer, sauf son style de vie. Mais le pire, ce n'était pas Brandon. C'était Vanessa Brox. Brandon a épousé Vanessa moins d'1 an après la mort de nos parents. Elle était belle de cette manière que les magazines essaient de fabriquer. Des cheveux blonds parfaits, un parfum cher, des dents blanches acérées, et des yeux qui balayaient constamment les pièces à la recherche de personnes plus riches à impressionner. Dès le début, elle m'a traité comme du personnel non rémunéré. Un soir, je suis rentré à la maison après avoir travaillé près de 12 heures lors d'une urgence de la chaîne d'approvisionnement causée par une tempête de neige. Mes pieds me faisaient si mal que je pouvais à peine marcher droit. Vanessa m'a regardé porteur des sacs de courses dans la cuisine et a eu un sourire en coin. « Waouh » a-t-elle dit assez fort pour que Brandon entende. « Tu as toujours l'air si épuisé. Peut-être que si tu te concentrais davantage sur ton apparence et moins sur les feuilles de calcul de l'entrepôt, ta vie ne serait pas si déprimante. » Brandon a ri. Il a vraiment ri. Je me souviens être resté là, tenant 2 sacs de courses pendant que de la glace fondue coulait sur mes chaussures, me demandant comment, d'une manière ou d'une autre, j'étais devenue l'étrangère dans ma propre maison familiale. Pourtant, je n'ai rien dit. C'est devenu ma routine. Me réveiller, travailler, payer les factures, rentrer à la maison, endurer l'humiliation, répéter. Parfois, je restais éveillé la nuit à fixer le plafond, écoutant Brandon et Vanessa organiser des fêtes bruyantes en bas pendant que je calculais si je pouvais me permettre une autre augmentation des impôts fonciers.
Il buvait du champagne pendant que je sautais des repas pour économiser de l'argent. Il publiait des photos de vacances pendant que je négociais des retards de paiement des services publics. Et d'une manière ou d'une autre, Brandon agissait toujours comme si je lui devais de la gratitude. « Tu serais perdu sans moi », m'a-t-il dit un jour lors d'une dispute après que j'ai remis en question l'une de ses habitudes de dépenses. J'aurais dû me battre à ce moment-là. Au lieu de cela, je me suis excusé. C'est la chose terrifiante à propos de la violence psychologique. Cela n'arrive pas d'un coup. Cela arrive lentement, comme l'eau qui monte autour de vos pieds. Au moment où vous réalisez que vous vous noyez, vous avez déjà oublié l'effet de respirer. La maison elle-même est devenue un symbole de tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Mes parents aimaient cette maison. Ma mère plantait des roses le long de l'allée avant chaque printemps. Mon père passait les week-ends à réparer de vieux meubles dans le garage pendant que du rock classique jouait à travers des haut-parleurs poussiéreux. Après leur mort, la maison a cessé d'être chaleureuse. Elle est devenue la scène de Brandon. Chaque pièce existait pour impressionner quelqu'un. De nouveaux comptoirs en marbre, des étagères à vin importé, des meubles de luxe achetés à crédit. Tout cela financé par de l'argent que je remplaçais discrètement en coulisses pour que toute l'illusion ne s'effondre pas. Personne n'a remarqué mes sacrifices parce que Brandon s'est assuré qu'il ne le fasse pas. Pour le monde extérieur, il avait l'air d'avoir réussi. J'avais l'air invisible. Et plus je devenais invisible, plus il se sentait puissant. À un moment donné, j'ai cessé de me sentir comme une sœur. Je suis devenu une employée, piégée à l'intérieur d'une famille que je ne pouvais plus reconnaître. Mais au fond de moi, sous l'épuisement et l'humiliation, quelque chose de dangereux commençait à grandir. La conscience. Et la conscience change tout. La dernière chose que mon père m'ait jamais donnée était une Ford Mustang bleu foncé de 1968. Elle n'était pas parfaite. La peinture s'était estompée près du capot. Les sièges en cuir portaient de minuscules fissures du halage, et le moteur cliquetait parfois lors des matins froids. Mais pour moi, cette voiture n'avait pas de prix. Papa et moi l'avons restaurée ensemble quand j'avais 17 ans. Chaque samedi matin, il ouvrait la porte du garage avec une tasse de café dans une main et une boîte à outils dans l'autre. Les voitures racontent des histoires, disait-il souvent. Les gens qui en prennent soin aussi. Je me souvenais encore des taches de graisse sur ses mains et de la façon dont il souriait chaque fois que le moteur finissait par démarrer après des heures de travail. Après sa mort, la Mustang est devenue le seul endroit où je me sentais encore proche de lui, c'est pourquoi la perdre m'a presque détruite. C'est arrivé un jeudi. Je suis rentré tard après avoir géré un retard d'expédition qui avait transformé toute ma journée de travail en chaos. Mes épaules me faisaient mal. La batterie de mon téléphone était vide. Et tout ce que je voulais, c'était une douche et du silence. Mais au moment où je me suis garé dans l'allée, quelque chose n'allait pas. La porte du garage était ouverte et ma voiture avait disparu. Au début, j'ai pensé que Brandon l'avait peut-être déplacée. Peut-être qu'il y avait des travaux à proximité ou une urgence. Je suis entré rapidement dans la maison, mon pouce accélérant déjà. Tout le rez-de-chaussée ressemblait au hall d'un hôtel de luxe. Des plateaux de traiteur coûteux couvraient l'îlot de la cuisine. Des verres en cristal s'alignaient sur les comptoirs. Un barman arrangeait des bouteilles d'alcool importées tandis qu'une douce musique jazz jouait à travers des haut-parleurs cachés. Brandon se tenait près de la salle à manger, vêtu d'un costume sur mesure anthracite, riant avec deux hommes que je n'avais jamais vus auparavant. Une fête d'investisseurs, bien sûr. Il m'a remarqué immédiatement et a froncé les sourcils comme si j'interrompais quelque chose d'important. « Madison » a-t-il dit sèchement. « Tu es en retard. » Je l'ai ignoré. « Où est ma voiture ?» La question est sortie plus durement que je ne m'y attendais. L'un des investisseurs s'est éloigné maladroitement. Brandon a à peine réagi. Au lieu de cela, il a pris une lente gorgée de son verre de whisky avant de répondre. « Je l'ai vendu. » Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal entendu. « Tu as fait quoi ?»« J'ai vendu la Mustang », a-t-il répété avec désinvolture. « Détends-toi. » Elle était vieille. La pièce a basculé autour de moi. Je l'ai fixée, attendant la chute de la blague qui n'est jamais venue. « Tu n'en avais pas le droit », ai-je chuchoté. Brandon a soupiré de façon dramatique, déjà irrité par mes émotions. En fait, si. Légalement, l'immatriculation était sous le compte de la succession, que je contrôle.
C'était la voiture de papa. Non, a rétorqué Brandon. C'était un actif. Le mot m'a frappé plus fort que s'il m'avait giflé. Un actif. Pas un souvenir. Pas la famille. Pas le dernier morceau de notre père qu'il me restait. Juste quelque chose à convertir en espèces. J'ai senti ma poitrine se serrer. Pourquoi ferais-tu ça? Il a ri doucement et a ajusté ses boutons de manchette. Parce que ce soir compte. J'ai des investisseurs ici, des gens importants. Penses-tu qu'ils sont impressionnés par de la vieille ferraille garée dans l'allée? De la vieille ferraille? Je pouvais à peine respirer. Vanessa est alors entrée dans la cuisine, portant une robe de créateur argentée qui coûtait probablement plus que 3 mois de mon salaire. Elle nous a regardés avec un amusement évident. Oh mon Dieu, est-ce que nous sommes vraiment en train de faire la scène des pleurs pour une voiture en ce moment? Je l'ai regardée. Cette voiture appartenait à mon père. Elle a haussé les épaules. Et maintenant, elle appartient à quelqu'un d'autre. Bienvenue dans l'âge adulte. Brandon a eu un sourire narquois derrière son verre. Quelque chose en moi s'est finalement brisé. Pendant 3 ans, j'ai payé les factures de cette famille pendant que vous gaspillez de l'argent en prétendant avoir réussi. La pièce est devenue silencieuse. L'expression de Brandon s'est assombrie instantanément. J'ai payé les impôts fonciers de cette maison. J'ai couvert vos paiements hypothécaires manqués. J'ai maintenu les services publics en marche pendant que vous dépensiez des milliers d'euros pour des fêtes, des montres et de faux accords commerciaux. Surveille ton ton, a-t-il averti doucement. Non, surveille le tien. Les investisseurs faisaient semblant de ne pas écouter maintenant, mais tous les yeux de la pièce restaient fixés sur nous. Tu as vendu la seule chose que papa m'a laissée parce que ton ego avait besoin d'une autre représentation ce soir. Brandon s'est approché. Tu sais quel est ton problème, Madison? Tu penses que la souffrance te rend moralement supérieur. Mon problème est que tu as passé des années à m'utiliser. Sa mâchoire s'est contractée. Tu vis dans ma maison. J'ai vraiment ri à cela. Ta maison? C'est moi qui la paie. C'était la mauvaise chose à dire. J'ai vu l'humiliation le frapper immédiatement. Brandon se souciait plus des apparences que de la vérité. Et je venais de l'exposer devant des gens qu'il voulait désespérément impressionner. Vanessa a croisé les bras. Elle t'embarrasse. Je sais, a marmonné Brandon. Puis il m'a regardé directement avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Si tu détestes tant vivre ici, pars. Les mots m'ont stupéfaite. Quoi? Tu m'as entendu. Sors. Je l'ai fixé, attendant qu'il se calme, qu'il réalise à quel point il semblait fou. Il ne l'a pas fait. Cette conversation est terminée, a-t-il dit. J'ai fini de soutenir ton attitude misérable. Me soutenir? L'ironie m'a presque rendu malade. Brandon. Non, a-t-il interrompu bruyamment. Tu veux tellement ton indépendance? Félicitations. Tu l'as. Puis il s'est tourné vers l'escalier et a crié à un membre du personnel de restauration de s'écarter. Ce qui s'est passé ensuite m'a semblé irréel. Il a monté les escaliers pendant que Vanessa le suivait avec un sourire satisfait. 10 minutes plus tard, ils sont revenus en portant des sacs poubelles noirs. Mes vêtements, mes livres, le chargeur de mon ordinateur portable, mes chaussures. Tout ce que je possédais avait été fourré dans des sacs poubelles comme des déchets jetables. Vanessa en a laissé tomber un près de la porte d'entrée. Essaie de ne pas rayer le sol en sortant, a-t-elle dit. Je me souviens surtout du silence. Les investisseurs avaient l'air horrifiés, mais n'ont rien dit. Personne n'a arrêté ça. Personne ne m'a défendu. Brandon a ouvert la porte d'entrée et a pointé vers l'extérieur. Il reste de la place dans le vieil entrepôt familial, a-t-il dit froidement. Tu peux y rester jusqu'à ce que tu trouves quoi faire de ta vie. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine ramasser les sacs. Je voulais crier. Je voulais le frapper. Au lieu de cela, j'ai transporté ma vie hors de la maison, un sac poubelle à la fois, pendant que des étrangers évitaient de croiser mon regard. Et quand j'ai finalement chargé le dernier sac à l'arrière de ma vieille camionnette restante, j'ai craqué. Pas doucement, pas gracieusement. Je me suis assise derrière le volant, tremblant violemment alors que les larmes brouillaient tellement ma vision que je ne pouvais pas voir la route.
Pour la première fois depuis la mort de mes parents, je me suis permis d'admettre la vérité. Je ne faisais plus partie de la famille. Je n'étais que quelqu'un que Brandon avait appris à exploiter. Et cette nuit-là, alors que je conduisais vers l'entrepôt abandonné sans avoir nulle part d'autre où aller, je n'avais aucune idée que toute ma vie était sur le point de changer. L'entrepôt familial se trouvait à près de 20 miles de la ville, entouré d'herbes sèches, de clôtures brisées et de terrains industriels abandonnés dont plus personne ne se souciait. Je n'y étais pas allé depuis des années. Alors que je passais les portes d'entrée rouillées quelque temps après minuit, mes phares balayaient le béton fissuré et les panneaux d'avertissement effacés suspendus de travers sur les clôtures en grillage. L'endroit ressemblait moins à une propriété et plus à un cimetière oublié pour machines. Mon père avait l'habitude d'y stocker du matériel de fret quand j'étais plus jeune. À l'époque, l'entrepôt avait de la vie. Les travailleurs allaient et venaient. Les radios jouaient de vieilles chansons country et les chariots élévateurs résonnaient dans les quais de chargement. Maintenant, il avait l'air mort. Je me suis garé à côté de l'immense bâtiment métallique et je suis sorti dans la chaleur étouffante de l'été. Même la nuit, l'air était épais et lourd sur ma peau. Pendant un long moment, je suis resté là à fixer l'entrepôt pendant que mon sac poubelle restait dans la benne du camion derrière moi. Voilà ce qu'était devenue ma vie. J'avais 30 ans, j'étais épuisé, sans abri, et je portais mes affaires dans des sacs poubelles parce que mon propre frère avait décidé que je le dérangeais. Cette pensée m'a presque brisé à nouveau. L'entrée latérale a gémi bruyamment quand je l'ai forcée à s'ouvrir. La poussière a immédiatement rempli l'air. L'odeur à l'intérieur était un mélange de rouille, d'huile, de vieux bois et de chaleur piégée qui avait cuit dans les murs pendant des années. J'ai trouvé un interrupteur fonctionnel près de l'entrée. Seuls 3 plafonniers se sont allumés en clignotant. L'entrepôt s'étendait à l'infini dans l'obscurité au-delà d'eux. De vieilles étagères s'appuyaient contre des murs recouverts de peinture écaillée. Des palettes cassées étaient empilées près des quais de chargement. Des bâches massives couvraient des formes que je ne pouvais pas identifier dans l'ombre. Tout semblait abandonné. Tout sauf moi. J'ai traîné mes sacs vers un petit espace de bureau construit dans le coin de l'entrepôt. La pièce avait autrefois appartenu à mon père. Étonnamment, il y avait encore un vieux canapé à l'intérieur, bien que le tissu sente la poussière et l'âge. Je m'y suis laissé tomber lourdement et j'ai pressé mes 2 mains sur mon visage. Le silence était insoutenable. Pas de circulation, pas de musique, pas de voix, juste le bourdonnement lointain des lumières industrielles et le son de ma propre respiration. C'est à ce moment-là que la colère a finalement cédé la place à quelque chose de pire, l'humiliation. J'ai pensé aux investisseurs qui regardaient Brandon me jeter dehors comme un déchet. J'ai pensé à Vanessa souriant lorsqu'elle m'a tendu des sacs poubelles remplis de mes vêtements. Et j'ai pensé à moi-même, à combien de temps j'avais permis que cela se produise. Cette réalisation faisait plus mal que tout, car la vérité était que Brandon ne m'avait pas détruite du jour au lendemain. Il m'avait entraîné lentement. Chaque insulte déguisée en conseil, chaque décision financière qu'il prenait pour moi. Chaque moment où il me faisait sentir incapable de survivre sans lui. Je me suis souvenu d'une conversation d'il y a près d'1 an. J'avais mentionné vouloir emménager dans mon propre appartement, plus près du travail. Brandon avait ri immédiatement. Avec quel argent, avait-il demandé. Vanessa s'était jointe à lui. Tu ne survivrais jamais toute seule, Madison. Tu stresses pour les prix des courses. À l'époque, je les avais crus. Assise seule dans cet entrepôt, j'ai enfin compris quelque chose de terrifiant. Brandon avait besoin que je sois dépendante. Si jamais je réalisais qu'une grande partie de la famille survivait grâce à mon travail, et non au sien, alors son contrôle sur moi disparaîtrait. C'était pour cela qu'il s'occupait de toutes les formalités administratives importantes, pourquoi il me rappelait constamment que je n'étais pas assez bien. Pourquoi chaque accomplissement de ma part devenait d'une manière ou d'une autre plus petit en sa présence. Il ne voulait pas d'une sœur. Il voulait quelqu'un en dessous de lui, quelqu'un d'utile, et j'avais passé des années à me porter volontaire pour ce rôle. La chaleur à l'intérieur de l'entrepôt est devenue presque insupportable vers 2:00 heures du matin. La sueur collait à ma peau alors que j'ouvrais l'une des fenêtres du bureau, espérant un courant d'air qui n'est jamais venu. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Un faible bourdonnement électrique. Je me suis figé. Au début, j'ai supposé que cela venait du vieux système d'éclairage au-dessus de ma tête, mais après que les lumières ont clignoté brièvement pour s'éteindre, le bourdonnement a continué. Étrange.
Je me suis levé lentement et j'ai écouté attentivement. Le son semblait provenir de plus loin à l'intérieur de l'entrepôt, quelque part derrière les sections de stockage. J'ai attrapé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai marché prudemment le long des rangées d'étagères poussiéreuses. Plus j'avançais dans le bâtiment, plus les choses devenaient étranges. Bien que l'entrepôt ait l'air abandonné, certaines zones étaient étonnamment propres. Certaines sections de béton avaient moins de marques de poussière, presque comme si quelque chose de lourd avait été récemment déplacé. J'ai remarqué un câblage électrique plus récent courant le long d'un mur. Cela n'avait aucun sens. Brandon n'avait jamais dépensé d'argent pour entretenir cet endroit, jamais. J'ai suivi le faible bourdonnement vers le coin arrière du bâtiment où de vieilles étagères métalliques bloquaient la majeure partie du mur derrière elles. Ma lampe de poche a éclairé quelque chose d'étrange. Des rayures fraîches sur le sol en béton, comme si les étagères avaient été déplacées récemment. Un frisson m'a parcouru malgré la chaleur. Lentement, j'ai poussé contre l'une des étagères. Elle a bougé. Pas facilement, mais suffisamment. Derrière elle se trouvait une section de mur qui semblait légèrement différente du reste de l'entrepôt. Plus propre, plus récente. Je me suis approché. Le bourdonnement est devenu plus fort. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je chuchoté. Il y avait définitivement quelque chose derrière ce mur. Pendant un instant, la peur s'est insinuée dans ma poitrine. Mon esprit épuisé a imaginé tout, du stockage illégal à la machinerie cachée. Mais sous la peur, un autre sentiment est apparu. La curiosité. La vraie curiosité. Et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. C'était le premier moment depuis des années où mes pensées n'étaient pas complètement consumées par Brandon. Pour la première fois depuis que j'avais été jeté dehors, je ne pensais pas à l'humiliation ou au chagrin. Je pensais aux possibilités. Je me suis appuyé contre l'étagère et j'ai fixé la section cachée du mur pendant que la sueur coulait le long de mon cou. Peut-être que ce n'était rien. Peut-être que c'était de l'ancien équipement électrique. Peut-être étais-je juste épuisé et désespéré de trouver une distraction. Mais au fond de moi, l'instinct me disait le contraire. Quelque chose d'important était caché dans cet entrepôt. Et d'une manière ou d'une autre, après des années à être traité comme un meuble invisible au sein de ma propre famille, j'ai eu le sentiment accablant que je me tenais enfin au bord de quelque chose qui pourrait tout changer. Cette nuit-là, allongé éveillé sur le vieux canapé du bureau de mon père alors que le mystérieux bourdonnement résonnait faiblement dans l'obscurité, j'ai pris une décision. J'en avais fini d'être faible. Fini de m'excuser d'exister. Fini de permettre à Brandon Carter de décider de ma valeur. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais pour la première fois depuis des années, je voulais le découvrir. Le matin dans l'entrepôt ne ressemblait pas du tout au matin. Il n'y avait pas de lever de soleil que je puisse voir correctement, juste une lueur pâle saignant à travers les hautes fenêtres sales et transformant la poussière dans l'air en cendres flottantes. J'avais à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais encore entendre cet étrange bourdonnement électrique quelque part au fond du bâtiment. Au moment où je me suis levé du vieux canapé du bureau de mon père, mon corps semblait lourd, mais mon esprit était plus vif qu'il ne l'avait été depuis des jours. La faim, l'épuisement, l'humiliation, tout cela était toujours là. Mais quelque chose d'autre avait commencé à grandir en dessous. La concentration. Je me suis levé et j'ai regardé autour du petit bureau. De vieux classeurs s'alignaient sur un mur, la plupart intouchés depuis des années. Mon père était toujours organisé. Il croyait que le chaos n'était que des données que vous n'aviez pas encore triées. Tout vous dit quelque chose, disait-il souvent. J'ai commencé à ouvrir des tiroirs. Au début, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Des factures poussiéreuses, des journaux d'expédition obsolètes, des reçus d'entretien d'il y a des années. Mais plus j'allais loin, plus quelque chose clochait. Il y avait des lacunes. Des mois entiers de dossiers financiers manquants. Et puis je l'ai trouvé. Un épais dossier étiqueté service public d'énergie de l'entrepôt site B. J'ai froncé les sourcils et je l'ai sorti. En feuilletant les pages, mon estomac s'est noué. Des factures d'électricité. D'énormes factures. Incroyablement énormes. Ce n'était pas un entrepôt avec une utilisation minimale. Selon les dossiers, la consommation d'électricité était au niveau d'une installation industrielle pleinement active fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais l'endroit à l'extérieur avait l'air abandonné. Cette contradiction n'avait aucun sens.
J'ai étalé les papiers sur le vieux bureau et j'ai commencé à calculer instinctivement comme je le ferais au travail. J'ai comparé les pics d'utilisation, les dates et les fluctuations de coûts. Ma formation en logistique ne concernait pas seulement les expéditions. Elle concernait les modèles, les systèmes, les flux, et ce n'était pas aléatoire. Il y avait une consommation d'énergie constante et continue qui n'avait rien à voir avec l'éclairage ou l'entretien de base. Quelque chose d'autre était alimenté ici. Quelque chose de grand. Je me suis penché en arrière sur la chaise, fixant les chiffres. Mon rythme cardiaque a commencé à s'accélérer. Brandon, ai-je chuchoté. Il contrôlait cette propriété depuis des années. Il approuvait tout. Il gérait la succession. Alors, comment pouvait-il ne pas être au courant de cela? Ou pire, le savait-il? J'ai repoussé cette pensée et je me suis forcé à me concentrer. S'il y avait une consommation d'électricité cachée, il devait y avoir une source physique, des câbles, des machines, quelque chose d'enterré derrière des murs ou sous terre. J'ai quitté le bureau et je me suis enfoncé plus profondément dans l'entrepôt, cette fois avec une intention au lieu de la peur. Le bourdonnement était plus fort à la lumière du jour. Ce n'était pas mon imagination. C'était réel. Je l'ai suivi jusqu'à la même zone que j'avais découverte la nuit dernière derrière les grandes étagères métalliques. Maintenant, à la lumière du jour, j'ai remarqué encore plus de détails qui m'avaient échappé. Des boulons neufs, une charpente métallique plus récente, de la peinture qui ne correspondait pas au reste du bâtiment. Quelqu'un avait rénové cette section récemment. Soigneusement, secrètement, j'ai poussé l'étagère à nouveau. Elle a légèrement bougé, révélant une jointure dans le mur de béton derrière elle. Un panneau caché. Mon pouce est accéléré. J'ai pressé mes doigts le long du bord et j'ai senti une légère vibration sous la surface. De l'électricité, vivante et active. Quoi qu'il y ait eu derrière ce mur, ce n'était pas juste du stockage. Cela fonctionnait. J'ai cherché un loquet, un interrupteur, n'importe quoi. Mes mains se sont déplacées le long des bords jusqu'à ce que je trouve une petite indentation près du sol. J'ai appuyé dessus. Un faible clic mécanique a résonné dans l'entrepôt. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis lentement, une section du mur a commencé à se déplacer vers l'intérieur avec un bruit de grincement. De la poussière est tombée du plafond. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Derrière le mur se trouvait un étroit couloir en béton menant vers le bas, un escalier faiblement éclairé par des bandes lumineuses cachées encastrées dans les murs. Le bourdonnement était maintenant indéniable. Il venait d'en bas. Je n'ai hésité qu'une seconde. Puis je suis entré. L'air a changé immédiatement, plus frais, plus propre, presque contrôlé, comme une installation souterraine conçue pour s'entretenir elle-même. Chaque pas vers le bas rendait les battements de mon cœur plus forts dans mes oreilles. Au bas des escaliers se trouvait une lourde porte en acier, déjà déverrouillée. Cela seul a fait se tordre mon estomac. Je l'ai poussé et je me suis figé parce que ce que j'ai vu n'avait pas sa place à l'intérieur d'un entrepôt familial oublié. Cela avait sa place dans un musée. Des rangées de voitures classiques parfaitement conservées s'étendaient dans un immense garage souterrain. Des projecteurs illuminaient des surfaces chromées polies qui reflétaient comme des miroirs. L'air sentait l'huile, le cuir et l'humidité contrôlée. Et ce n'était pas juste des voitures. Une Mustang bleu profond, une Aston Martin argentée, une Chevrolet Impala noire qui avait l'air de sortir d'un plateau de tournage, et au centre, une Ferrari rouge. Mon souffle s'est coupé alors que je m'avançais lentement, incapable d'assimiler ce que je voyais. Ce n'était pas juste des véhicules. C'étaient des classiques de niveau collection rare, restaurés, entretenus, protégés, et tout cela avait été caché sous l'entrepôt de ma famille. Le bourdonnement prenait maintenant tout son sens. L'ensemble de l'espace souterrain était alimenté par un système électrique dédié, probablement une climatisation, des systèmes de sécurité, peut-être même des équipements d'entretien automatisés. Mes mains tremblaient légèrement alors que je touchais le capot de la Mustang. Il était chaud, récemment entretenu. Quelqu'un était venu ici récemment. Je reculais, l'esprit tourbillonnant violemment. Ce n'était pas que Brandon ignorait cela. Soit il m'avait menti pendant des années, soit il avait caché quelque chose de si précieux que cela n'avait même aucun sens. Parce que ce que je regardais n'était pas seulement de la richesse, c'était une fortune enterrée sous mes pieds. Et soudainement, ma situation ne concernait plus seulement la survie. Il s'agissait de découvertes,
de vérité, et de tout ce que mon frère m'avait caché. Je me tenais au milieu de ce garage souterrain silencieux, entouré de millions d'euros de secrets. Et pour la première fois depuis la mort de mes parents, j'ai eu l'impression d'avoir enfin le dessus. Le silence dans le garage souterrain semblait différent maintenant. Ce n'était plus un silence vide. Il était lourd de sens, comme si l'air lui-même détenait des secrets qu'il avait refusé de livrer pendant des années. Je me tenais entre les rangées de voitures classiques. Ma lampe de poche maintenant remplacée par le système d'éclairage au plafond que j'avais accidentellement déclenché plus tôt. L'espace se révélait pleinement. Une immense chambre forte souterraine dissimulée sous un entrepôt oublié, conçue avec une précision qui ne correspondait à rien de ce que mon frère n'avait jamais été capable de construire par lui-même. Ce n'était pas accidentel. C'était conçu. Et plus je regardais les voitures, plus ma confusion se transformait en incrédulité. Chaque véhicule était positionné comme une exposition de musée, espacé uniformément, protégé de la poussière, de l'humidité et du temps lui-même. Le sol en dessous d'eux était en béton poli, marqué de subtiles lignes d'entretien. Chaque détail suggérait un soin constant. J'ai marché lentement vers la première rangée. Une Aston Martin DB5 argentée se trouvait sous un projecteur. Ses courbes étaient impeccables, ses détails chromés reflétant la lumière comme du métal liquide. Je pouvais presque imaginer une caméra de cinéma tourner autour. À côté se trouvait une Chevrolet Impala noire, longue et élégante, avec une présence qui semblait plus lourde que sa taille. Elle avait l'air de sortir tout droit d'un film policier classique, conservé en parfait état. Mais rien ne m'a préparé à ce que j'ai vu ensuite. Une Ford Mustang bleu foncé. Je me suis figé. Mon souffle s'est coupé instantanément. Ce n'était pas n'importe quel Mustang. Je connaissais cette forme. Je connaissais cette teinte de peinture. J'en connaissais chaque courbe. C'était la Mustang Bullitt, le même modèle rendu célèbre par Steve McQueen dans le film légendaire Bullitt. Je m'en suis approché lentement, la main tremblant légèrement alors que je tendais le bras. La peinture était profonde et parfaite, presque incandescente sous les lumières. Les roues semblaient nouvellement restaurées, et l'intérieur sentait le cuir frais mélangé à un travail de restauration minutieux. Ce n'était pas seulement conservé. C'était une renaissance. Ma gorge s'est serrée. Pendant un instant, j'ai tout oublié. Brandon, l'humiliation, l'entrepôt, même mon propre épuisement. Cette voiture à elle seule pouvait valoir une fortune, et elle était là comme si de rien n'était. J'ai continué à avancer, mon rythme cardiaque s'accélérant à chaque pas. C'est alors que je l'ai vue. Une Ferrari rouge. Mais pas n'importe quelle Ferrari. Mon estomac s'est noué. C'était le modèle exact utilisé dans la folle journée de Ferry Buellé, la réplique emblématique de la Ferrari qui était devenue l'une des voitures de cinéma les plus reconnaissables de l'histoire. Je l'ai contournée lentement, croyant à peine ce que je voyais. La carrosserie était parfaite. L'intérieur semblait restauré avec une précision d'usine. Même les détails sur le tableau de bord semblaient identiques à la version du film. Impossible, ai-je chuchoté. Ma voix a légèrement résonné dans le vaste espace souterrain. Aucun stockage d'entrepôt normal ne contenait quelque chose comme ça. Aucun portefeuille d'actifs familiaux normal ne cachait ce niveau de valeur. C'était au-delà de tout ce que j'avais jamais traité en logistique ou en finance. Mon esprit est immédiatement passé en mode analyse. S'il s'agissait de pièces de collection authentiques ou restaurées par des professionnels, leur valeur combinée n'était pas seulement élevée, elle pouvait changer une vie. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblant encore légèrement, et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve un nom en qui j'avais plus confiance que quiconque dans la vérification d'actifs et l'évaluation logistique. Ethan Cole. Nous avions travaillé ensemble sur quelques projets de transport de grande valeur, des expéditions d'art, des transferts d'équipements rares, même une vente aux enchères industrielles impliquant des machines vintage. Ethan avait la réputation d'être brutalement précis avec les évaluations. Si quelqu'un pouvait confirmer ce que je regardais, c'était lui. Je me suis éloigné des voitures et je l'ai appelé. Ça a sonné 2 fois. Madison, a-t-il répondu. J'ai expiré lentement. J'ai besoin que tu écoutes attentivement. Je suis dans un entrepôt et j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel. Il y a eu une pause. Défini inhabituel, a-t-il dit prudemment. J'ai regardé en arrière vers les rangées de voitures.
J'ai trouvé une collection souterraine privée de véhicules classiques, des restaurations haut de gamme, peut-être de qualité musée. Une autre pause. Puis l'intérêt s'est aiguisé dans sa voix. Quel genre de véhicule? J'ai marché lentement tout en parlant, le laissant entendre l'écho dans l'espace. Une Mustang Bullitt, une réplique de Ferrari de la folle journée de Ferry Buellé, une Aston Martin DB5, plusieurs autres classiques que je ne peux pas encore identifier complètement. Il y a eu un silence à l'autre bout, assez long pour que je pense que l'appel avait été coupé. Puis Ethan a repris la parole, son ton complètement changé. Madison, es-tu sûr de ça? Oui, ai-je dit doucement. Je me tiens ici en ce moment même. Il a expiré brusquement. Reste où tu es. Ne bouge rien. Ne touche à rien d'autre. Je vais te guider là-dedans prudemment. Au cours des 20 minutes suivantes, je lui ai envoyé des photos, des vidéos, des angles de chaque véhicule. Il a posé des questions détaillées, des plaques de série, des marqueurs de restauration, l'état des moteurs, des signes d'entretien. À chaque réponse que je donnais, son ton devenait plus sérieux. Finalement, il a de nouveau parlé. Ce n'est pas juste une collection, a-t-il dit. C'est organisé, une conservation de niveau professionnel, peut être construite par quelqu'un avec beaucoup d'argent et des intentions sérieuses. Mon estomac s'est serré. Et la valeur, ai-je demandé. Il y a eu une pause assez longue pour que je puisse entendre ma propre respiration résonner dans le garage. De façon prudente, a dit Ethan, tu regardes entre 15 à 20 millions d'euros. Le monde a légèrement basculé. Je me suis appuyé contre la Mustang sans m'en rendre compte. Tu es sérieux, ai-je haleté. Je suis prudent, a-t-il répondu. Cela pourrait aller plus haut en fonction de la provenance et de la vérification de l'authenticité. Mais Madison, c'est une valeur qui change une vie. Une valeur qui change une vie? Les mots ne semblaient pas réels. J'ai regardé à nouveau autour de la chambre forte souterraine, le chrome poli, l'éclairage parfait, les rangées silencieuses de richesses cachées sous des années de négligence à la surface. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose clairement. Brandon n'avait pas seulement été négligent. Il avait été aveugle. Ou pire, il m'avait délibérément gardé aveugle. Parce que si j'avais su que cela existait, tout aurait été différent. Mes mains se sont lentement abaissées alors que je terminais l'appel. Le silence est revenu, mais ce n'était plus le même silence. Cette fois, cela ressemblait à une opportunité. Mon esprit a commencé à bouger plus vite que ma peur. Les dossiers de propriété, la structure juridique, la documentation de la succession, les factures d'électricité, les signatures de l'autorité de l'entrepôt, le nom de Brandon sur tout ce qui se trouvait au-dessus du sol, et rien, absolument rien d'officiellement lié à ce qui se trouvait en dessous. Une lente réalisation s'est formée en moi. Si Brandon ne reconnaissait pas légalement cette chambre forte, alors il ne la contrôlait pas légalement non plus, ce qui signifiait que la valeur assise devant moi n'était pas seulement de la richesse cachée. C'était un levier, du pouvoir, de la liberté. Je me suis promené lentement entre les voitures à nouveau, mais cette fois je ne regardais pas seulement des machines. Je regardais une issue, une voie à suivre, une façon de tout réécrire. Et pour la première fois depuis la mort de mes parents, je ne me sentais pas piégé dans l'histoire de mon frère. J'avais l'impression d'être au début de la mienne. Quelque part au fond de l'entrepôt au-dessus de moi, je pouvais encore entendre le faible bourdonnement de l'électricité traversant la structure. Mais maintenant, cela sonnait différemment, comme si un compte à rebours avait commencé, et j'étais enfin prêt à jouer. Après avoir découvert ce qui était caché sous l'entrepôt, je ne me suis pas précipité pour affronter Brandon. Cela aurait été l'ancienne version de moi. La version qui réagissait au lieu de planifier. La version qui était renvoyée, ignorée et mise de côté chaque fois qu'elle parlait trop tôt. Cette fois, j'ai attendu et j'ai réfléchi, car une fois que vous comprenez la valeur de ce que les gens cachent, la prochaine étape n'est pas l'émotion, c'est la stratégie. La première chose que j'ai faite a été de sceller l'entrée de la chambre forte souterraine exactement comme je l'avais trouvée. Je n'ai rien déplacé, je n'ai pas dérangé une seule voiture. Ethan avait été très clair à ce sujet. N'alerte personne, avait-il dit. Pas avant de contrôler la situation juridique. Alors, j'ai pris une décision. Si Brandon pensait que l'entrepôt ne valait rien, je m'assurerais qu'il y croit encore plus. Le lendemain matin, je l'ai appelé. Il a répondu à la 3e sonnerie, irrité comme toujours.
Quoi encore, Madison? J'ai forcé ma voix à paraître fatiguée, brisée, vaincue, la version de moi avec laquelle il était à l'aise. Il y a un problème avec l'entrepôt, ai-je dit. Il est pratiquement inutilisable. Une pause. Puis sa voix s'est légèrement aiguisée. Que veux-tu dire par inutilisable? J'ai regardé autour de moi le niveau supérieur poussiéreux de l'entrepôt pendant que je parlais, le laissant imaginer la décadence, les dommages, les dépenses, les problèmes structurels, le vieux câblage, l'accumulation possible de matières dangereuses. Il va nécessiter un nettoyage complet et une inspection avant que quoi que ce soit puisse en être fait. C'était l'hameçon. Brandon se souciait plus du contrôle des coûts que d'autre chose. Combien, a-t-il demandé immédiatement. J'ai hésité juste assez longtemps. Trop, ai-je dit. Honnêtement, ça ne vaut peut-être même pas la peine de le garder. Nous parlons d'une dépollution complète, d'équipes de retrait spécialisées, de recablage électrique. Cela pourrait facilement atteindre des centaines de milliers d'euros. Je pouvais presque entendre son intérêt s'effondrer à l'autre bout. Tu es sérieuse, a-t-il lâché. Oui, ai-je dit calmement. Je pense qu'il serait préférable de se débarrasser de tout ce qui a de la valeur et de simplement vider la propriété. C'était le deuxième hameçon. Tout ce qui a de la valeur, a-t-il répété. J'ai laissé le silence faire le travail. Puis j'ai ajouté avec désinvolture. Il y a quelques vieux véhicules et pièces d'équipement, mais la plupart ne sont que de la ferraille, rouillée. Probablement dangereux à déplacer sans permis. Un changement s'est produit instantanément dans son ton. Bien. Alors, on en a fini avec ça, a-t-il dit. Bien sûr, il dirait ça. Il ne s'était jamais soucié de ce qu'il ne comprenait pas immédiatement ou dont il ne tirait pas profit. Je vais m'occuper de la paperasse, ai-je continué. Il y a un formulaire de transfert légal pour l'élimination et la libération des actifs. Il a juste besoin de ta signature pour que je puisse effacer les responsabilités. Cette partie était vraie, mais pas de la manière dont il le pensait. Au moment où je suis arrivé à son bureau 2 heures plus tard, j'avais déjà préparé les documents. Ethan m'avait aidé à les rédiger avec soin. Chaque clause avait été structurée pour faire une chose, transférer légalement les actifs abandonnés, non divulgués ou non réclamés sur le site de l'entrepôt sous mon autorité de gestion. Brandon n'a pas lu au-delà de la première page. Il ne le faisait jamais. Il était assis derrière son bureau poli, faisant défiler son téléphone pendant que je plaçais les papiers devant lui. « Qu'est-ce que c'est exactement » a-t-il demandé sans lever les yeux. « Une décharge de responsabilité, ai-je dit. Pour que tu ne sois pas responsable des coûts d'élimination. » Cela a attiré son attention. Il a finalement regardé le document, parcouru quelques lignes et soupiré. « Madison, je n'ai pas le temps pour ça. Fais juste en sorte que ça disparaisse. J'ai juste besoin de ta signature, ai-je dit doucement. » Vanessa était assise dans le coin du bureau, se limant les ongles comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Elle a jeté un coup d'œil au papier et a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, pourquoi tout semble si compliqué avec elle » a-t-elle marmonné. Brandon a eu un léger sourire narquois, puis il a signé. Aucune hésitation, aucune question. Juste un gribouillis rapide au bas de chaque page, comme s'il signait l'addition d'un restaurant. Quand il m'a repoussé les papiers, il n'a même pas levé les yeux. Voilà, c'est fait. Vide juste cet endroit. J'ai pris les documents soigneusement et je les ai pliés une fois. Bien sûr, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas, mais à l'intérieur, quelque chose a changé de façon permanente parce que ce qu'il venait de signer n'était pas une décharge de nettoyage. C'était un transfert légal d'autorité sur tout ce qui était classé comme bien abandonné ou non réclamé sur le site de l'entrepôt sous mon autorité de gestion, y compris tout ce qui n'était pas enregistré sous ses avoirs déclarés de la succession, y compris la chambre forte souterraine. Y compris les voitures, y compris tout ce qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier. Et il l'avait signé sans lire une seule clause qui comptait. Cette nuit-là, j'ai appelé Ethan. Nous déplaçons tout, ai-je dit. Il y a eu une pause de son côté. Tu es sûr, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Ce soir. Plus d'attente, plus de silence. C'était le moment où tout a changé. L'entrepôt était calme lorsque l'équipe d'Ethan est arrivée juste après minuit. Des camions de transport professionnels sont entrés sans lumière, moteur à bas régime, mouvement précis,
aucun bruit inutile, aucune attention. Ethan est sorti le premier, vérifiant le périmètre. Toujours aucun signe qu'il se doute de quelque chose? J'ai secoué la tête. Il pense que tout n'est que de la ferraille. Ethan a fait un petit signe de tête satisfait. Parfait. Pendant les heures qui ont suivi, la chambre forte souterraine est devenue une opération contrôlée. Chaque voiture a été soigneusement soulevée, sécurisée et transportée à l'aide d'un équipement spécialisé. J'ai tout regardé depuis le bureau du niveau supérieur, debout près de la fenêtre, alors que les derniers vestiges de mon ancienne vie étaient discrètement retirés de sous terre. La Mustang Bullitt est partie la première, puis la Ferrari, puis le reste de la collection. Chacune disparaissant dans des camions de transport scellés qui les emmèneraient vers une installation privée sécurisée qu'Ethan avait arrangée à l'extérieur de la ville. Cela semblait irréel, comme regarder quelqu'un démanteler un royaume caché, pièce par pièce. À l'aube, la chambre forte souterraine était vide. Pas détruite, pas perdue, juste relocalisée, protégée. À moi. Quand le dernier camion est parti, Ethan est revenu à l'intérieur et s'est tenu à côté de moi. C'est fait, a-t-il dit. J'ai hoché la tête lentement, fixant toujours l'entrée désormais vide de la chambre forte. Pas encore, ai-je répondu. Parce que ce n'était pas la fin du plan. C'était le début de la révélation. Et Brandon Carter n'avait aucune idée que la chose dont il s'était débarrassé avec tant de désinvolture était sur le point de devenir la raison pour laquelle il allait tout perdre. J'ai su le moment exact où Brandon a pensé avoir gagné. C'était dans sa voix, ce ton familier d'arrogance enveloppé de satisfaction, comme si tout dans le monde s'était enfin aligné en sa faveur. Il m'a appelé un vendredi après-midi. J'ai vendu l'entrepôt, a-t-il dit immédiatement. Il y avait de la fierté dans sa voix, tranchante, presque festive. Je n'ai pas répondu tout de suite. Combien, ai-je demandé calmement. 500 000, a-t-il dit comme s'il venait de conclure un accord d'1 million d'euros. J'ai fermé les yeux un instant. 500 000. Pour lui, c'était une sortie nette. Pour moi, c'était la confirmation qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de jeter. Les investisseurs avaient raison, a-t-il continué. Cet endroit était un passif. Honnêtement, Madison, tu avais raison pour une fois. Cela coûtait plus cher que ça ne valait. J'ai presque souri. Presque. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, félicitations. Cela l'a légèrement confus. Je pensais que tu serais contrarié, a-t-il admis. Je ne le suis pas, ai-je répondu. Et je le pensais sincèrement, car au moment où Brandon a vendu l'entrepôt, ce dernier ne contenait plus rien de valeur pour lui. Tout ce qui était important avait déjà été déplacé légalement et physiquement. Et maintenant, il venait de terminer la dernière étape de sa propre chute. L'événement pour les investisseurs a eu lieu 2 nuits plus tard. Brandon adorait les événements comme celui-ci, tout ce qui lui donnait un public. Cela s'est tenu dans un lieu huppé du centre-ville, des murs de verre, un éclairage coûteux, et une liste d'invités remplie de personnes qui mesuraient le succès par la confiance plutôt que par la vérité. Je suis arrivé plus tard que lui, non pas parce que j'étais nerveuse, parce que le timing importait. Quand je suis entré dans la salle, je l'ai immédiatement vu. Brandon Carter se tenait au centre d'un petit groupe, tenant une coupe de champagne, riant bruyamment alors qu'il racontait l'histoire de la façon dont il s'était débarrassé d'un actif sans valeur et l'avait transformé en capital rapide. Et honnêtement, a-t-il eu un petit sourire narquois, certaines personnes ne comprennent tout simplement pas les affaires. Ma sœur était émotionnellement attachée à un entrepôt vide. Pouvez-vous y croire? Quelques personnes ont ri poliment. Vanessa se tenait à côté de lui, radieuse dans des vêtements de créateur, profitant de chaque seconde d'attention. Elle s'attache toujours à des choses inutiles. C'est un peu sa personnalité à ce stade. Plus de rire. Je suis resté près du bord de la pièce, regardant, attendant. Brandon m'a repéré. Finalement, son sourire s'est élargi instantanément, comme s'il avait attendu ce moment. Eh bien, en parlant de déception, a-t-il dit assez fort pour que les autres entendent. La foule s'est retournée. Vanessa a souri de toutes ses dents. Attention, Brandon, a continué Brandon. Elle pourrait pleurer à nouveau si nous parlons de son vieil entrepôt plein de ferraille. Quelques rires maladroits ont suivi. Je me suis avancé lentement, sans réagir, sans tressaillir. Cela seul l'a légèrement déstabilisé.
parce que je n'étais pas censé être calme. Je me suis arrêté à quelques mètres devant lui. J'ai entendu dire que tu l'as vendu, ai-je dit. Les bonnes nouvelles voyagent vite, a-t-il répondu avec suffisance. Peut-être que maintenant tu vas enfin passer à autre chose dans ta vie. J'ai hoché la tête une fois. Je l'ai déjà fait. Cela l'a troublé. Pour la première fois ce soir-là, son sourire a vacillé. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé. Au lieu de répondre, j'ai ouvert mon dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement organisés, des copies d'accords signés, des clauses de transfert, des dossiers de classification des actifs et des documents d'assurance qu'Ethan m'avait aidé à vérifier et à préparer. Je les ai placés sur la table devant lui. Brandon, ai-je dit doucement, tu devrais lire ce que tu as signé. Son expression a changé. D'abord de la contrariété, puis de la curiosité, puis de l'irritation alors qu'il ramassait les papiers. Au début, il les a parcourus avec désinvolture, puis plus lentement, puis encore. La pièce autour de nous a commencé à devenir plus silencieuse. Vanessa s'est légèrement penchée. Qu'est-ce que c'est? Brandon n'a pas répondu. Ses yeux se déplaçaient plus vite sur la page maintenant. La confusion s'est installée. Puis autre chose. Le malaise. J'ai observé le moment exact où cela l'a frappé. Sa main s'est resserrée autour du papier. Ce n'est pas ce que j'ai signé, a-t-il marmonné. Si, ai-je dit calmement. Ce l'est. Il a levé les yeux brusquement. Tu as dit que c'était une décharge de responsabilité. Ça l'était, entre autres choses. Sa respiration a changé, plus rapide, plus courte. Que as-tu fait, a-t-il exigé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai documenté les actifs abandonnés et non réclamés dans l'entrepôt sous ton autorité, ai-je dit. Et tu as légalement transféré les droits d'élimination sans examiner l'accord complet. C'est impossible, a-t-il lâché. Je ne ferai jamais ça. Tu ne l'as pas lu. Silence. Pour la première fois depuis des années, Brandon n'avait rien à dire. Vanessa a arraché le document de sa main et l'a parcouru rapidement. Son visage a changé presque immédiatement. Non, a-t-elle chuchoté. Brandon, quoi, a-t-il aboyé. Ce sont des clauses de transfert d'actifs. Le mot l'a frappé plus fort que toute autre chose. Actif. J'ai regardé son visage se vider lentement alors que la compréhension s'installait parce que maintenant, il comprenait que l'entrepôt qu'il avait vendu ne contenait plus ce qu'il pensait. Les actifs qu'il supposait être de la ferraille sans valeur étaient déjà légalement transférés. La responsabilité à laquelle il pensait avoir échappé lui était désormais pleinement attachée. Il a levé les yeux vers moi pour la première fois non pas comme une autorité, mais comme quelqu'un qui perd le contrôle. Tu m'as piégé, a-t-il dit doucement. Je t'ai donné de multiples occasions de le lire. Sa mâchoire s'est contractée violemment. Ce n'est pas fini, a-t-il dit, mais sa voix n'était plus confiante. Elle était désespérée. Vanessa a reculé légèrement. Brandon, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Il ne lui a pas répondu parce qu'il traitait encore la vérité. L'accord qu'il avait célébré, l'argent dont il s'était vanté, l'entrepôt qu'il avait rejeté si facilement, était maintenant la fondation de quelque chose qu'il ne possédait plus. Et pour la première fois depuis la mort de mes parents, je l'ai vu clairement. Brandon ne contrôlait plus l'histoire. C'était moi. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Tu penses que cela te rend puissante, a-t-il dit. J'ai construit cette famille. Tout ce que tu as vient de moi. J'ai croisé son regard. Non, ai-je dit doucement. Tout ce que tu avais venait du fait de m'ignorer. C'est le moment où l'atmosphère de la pièce a changé. Et Brandon Carter a enfin compris qu'il avait fait une erreur dont il ne pourrait pas se sortir en parlant. Après l'événement des investisseurs, Brandon n'a pas accepté la défaite. Il ne le faisait jamais. Dans les 48 heures, il avait déjà intenté des poursuites invoquant une fausse déclaration frauduleuse et une conversion d'actifs non autorisés. Il s'est appuyé sur toutes les relations qu'il avait. De vieux amis dans le droit des sociétés, des connaissances politiques, même quelques investisseurs qu'il croyait encore fidèles. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, son influence n'a pas fonctionné. Les documents qu'il avait signés étaient inattaquables, des clauses claires, un transfert d'autorité clair, une reconnaissance claire des droits d'élimination.
Il n'y avait plus d'ambiguïté laissée à l'interprétation. Au tribunal, Brandon a essayé de faire valoir qu'il avait été induit en erreur, que je l'avais manipulé émotionnellement, que l'accord n'avait jamais été correctement expliqué. Mais lorsque le juge a examiné les signatures et les documents justificatifs, le ton dans la salle d'audience a changé presque immédiatement. « Vous avez signé ceci volontairement » a demandé le juge. Brandon a hésité. « Oui, mais... » Ce sera tout. Affaire classée. Pas de prolongation, pas de révision, pas de faille, juste un rejet. À l'extérieur du palais de justice, les investisseurs ont cessé de répondre à ces appels. Un par un, les messages sont restés sans réponse. Les réunions ont été annulées. Les partenariats se sont dissous discrètement mais de manière décisive. Personne ne voulait être associé à un homme qui avait perdu des millions parce qu'il n'avait pas lu ce qu'il avait signé. Vanessa a été la première à craquer complètement. J'en ai entendu parler par Ethan. Elle l'a quitté, a-t-il simplement dit au téléphone. Je n'ai pas répondu immédiatement. Juste comme ça, ai-je demandé. Elle a pris la moitié des fonds restants de leur compte joint et a disparu. A laissé un mot disant qu'elle ne l'avait pas épousé pour l'effondrement et le chaos. Cela ne m'a pas surprise. Vanessa n'avait jamais aimé Brandon. Elle avait aimé ce qu'il prétendait être. Et maintenant, il n'y avait plus rien avec quoi prétendre. En quelques semaines, la vie de Brandon s'est effilochée par couches. D'abord sa réputation, puis sa crédibilité financière, puis son cercle social, puis la dernière illusion de contrôle à laquelle il s'était accroché pendant des années. Il a vendu la voiture de luxe, puis l'appartement, puis les montres. Chaque vente ressemblait moins à une stratégie et plus à de la survie. Au moment où tout a disparu, il n'était plus l'homme qui m'avait jeté hors d'une maison. Il était quelqu'un essayant de s'accrocher aux morceaux d'une vie qui ne le reconnaissait plus. Et moi, je ne suis pas resté pour regarder cela se produire. J'avais déjà pris ma décision. Un soir, je me suis tenu à l'extérieur de la maison familiale restaurée pour la dernière fois. La même maison où tout avait commencé à s'effondrer. La même maison où j'avais été traité comme une main-d'œuvre invisible au lieu d'une famille. Maintenant, c'était différent. Pas lourd, pas douloureux, juste terminé. Ethan se tenait à côté de moi, les mains dans les poches. « Tu ne veux pas voir ce qui va lui arriver ensuite » a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête. Non. Il m'a étudié pendant un moment. C'est étonnamment paisible. Je ne suis pas intéressé à le regarder tomber, ai-je dit. Je suis intéressé à ne pas tomber avec lui. Nous nous sommes éloignés ensemble alors que le soleil se couchait derrière la rue. Derrière nous, le monde de Brandon Carter continuait de s'effondrer. Mais je n'ai pas regardé en arrière, car pour la première fois de ma vie, je ne survivais pas à l'histoire de quelqu'un d'autre. Je vivais enfin la mienne. Il y a un étrange silence qui survient après la fin du chaos. Pas le genre de vide que je ressentais dans cet entrepôt, mais un silence calme. Le genre qui ne pèse pas sur votre poitrine. Cela ressemble à de l'espace. De l'espace pour penser. De l'espace pour respirer. De l'espace pour enfin exister sans que quelqu'un d'autre ne décide à quoi cette existence devrait ressembler. La première grande décision que j'ai prise a été la plus simple et la plus terrifiante. J'ai acheté une entreprise de logistique. Pas avec un contrôle emprunté, pas par la manipulation, mais par tout ce que j'avais construit au fil des années à être invisible tout en faisant le travail réel derrière le succès des autres. Quand j'ai signé les documents d'acquisition finaux, je me souviens avoir fixé le document plus longtemps que nécessaire. Mon nom était là, non pas en tant qu'assistante, non pas en tant que personne à charge, non pas en tant que personne dirigée, mais en tant que propriétaire. Cela semblait encore irréel. Mais cette fois, je n'ai pas fui le sentiment. Je l'ai accepté. La deuxième chose que j'ai faite a été de retourner à l'endroit que j'avais évité pendant des années. La vieille maison familiale. Pas la version de Brandon. La vraie, celle dans laquelle mon père réparait des meubles, celle que ma mère remplissait de plantes, de soleil et de musique douce le dimanche matin. Elle n'était plus parfaite. Le temps l'avait usée comme tout ce que j'avais aimé et perdu. Mais je l'ai restaurée lentement, pas avec du luxe, avec soin. Chaque mur réparé, chaque coin nettoyé, chaque meuble restauré me donnait l'impression de remettre en place des fragments de mon passé. Pas pour le revivre, mais pour l'honorer correctement cette fois-ci.
Ethan m'a aidé plus que ce à quoi je m'attendais. Il n'a jamais essayé de s'attribuer le mérite de quoi que ce soit. Il n'a jamais parlé comme quelqu'un qui m'avait sauvé. Il s'est simplement présenté quand c'était nécessaire, a examiné les contrats quand on le lui a demandé, et s'est discrètement assuré que rien ne passe à travers les failles juridiques à nouveau. Au fil du temps, il est devenu quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Une présence constante, pas de contrôle, pas de dépendance, juste de la fiabilité. Un soir, nous étions sous le porche avant, regardant le soleil se coucher sur la route. C'est différent ici maintenant, a-t-il dit. Ça devrait l'être, ai-je répondu. Ça m'appartient maintenant. Il m'a jeté un coup d'œil. Et tu es d'accord avec ça? J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai hoché la tête. Oui, parce que cette fois, je l'ai mérité. Pour la première fois depuis des années, j'ai compris ce que signifiait réellement la dignité. Pas la vengeance, pas le pouvoir, pas prouver que quelqu'un a tort. La dignité, c'était le choix. La liberté, c'était l'appropriation de ce choix. Et l'estime de soi n'était plus quelque chose pour laquelle je devais me battre pour être autorisé à l'avoir. C'était quelque chose que j'avais déjà. J'ai juste finalement arrêté de laisser les autres me le prendre. Alors que la lumière du soir s'estompait, je me tenais devant la maison restaurée, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que mes parents étaient en vie. La paix. Non pas parce que tout ce qui s'était passé était juste, mais parce que j'y ai survécu avec mon esprit intact et que j'ai reconstruit quelque chose de plus fort à la place. Et cela, plus que toute autre chose, était ma vraie victoire.